Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième SDC Talks, le rendez-vous des communicants. Le premier avait lieu à Paris et on a accueilli Jacques-Emmanuel Saunier, l'ancien directeur de communication de Total Énergie. Et puis aujourd'hui, on est à Nantes et on accueille de magnifiques communicants avec lesquels on aura le plaisir d'échanger pendant les 45 prochaines minutes. Claire, Arthur, les droners vont nous parler aujourd'hui de l'influence, du marketing d'influence, du fait d'être blogueur, influenceur, nous parler de ces différents métiers autour de l'univers du voyage, un univers passion qui vont nous amener à découvrir aujourd'hui. Merci beaucoup. Bienvenue. Pour cette intro. Bienvenue à tous les deux. Ouais, bienvenue à tous les deux. Content d'être ici. Ben, vous êtes un peu chez vous et c'est ce que vous allez nous raconter parce qu'on a la chance effectivement d'accueillir des alumni à la fois de l'Hydrac Business School et de Subdecom qui reviennent un peu chez eux pour nous raconter leur parcours. Ce live est enregistré ici sur le campus de Nantes et puis on a la chance d'avoir des étudiants de notre bachelor à Subdecom. Il y aura des questions nécessairement et puis vous sur les réseaux, n'hésitez pas à les poser au moment où vous verrez ce live, on se fera un plaisir de vous répondre. Claire, Arthur, bienvenue chez vous donc sur ce nouveau campus de Subdecom. Vous ne l'avez pas connu ici. Sur la première partie, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous parliez un petit peu de vos parcours, de vos histoires, vos études, et puis ce qui vous a amené aujourd'hui à vous rencontrer et à entreprendre ensemble. Pas de problème. Je vais commencer si ça ne te dérange pas parce que ça va être plus court. Moi, j'ai un parcours assez linéaire. J'ai fait 5 ans de communication. Je suis arrivée à Subdecom Nantes en 3e année. Et ensuite, j'ai connu Subdecom Paris parce que j'ai voulu faire de l'alternance et c'était juste génial. Donc, je suis allée à Paris, sur le campus de Paris. Quelle année ? J'ai intégré Subdecom en 2011 et j'ai été diplômée en Master 2 en 2014. Et toi, Arthur ? Eh ben moi, parcours un peu plus atypique. En fait, je suis mécanicien voiture à la base. Donc en fait, après le collège, j'ai fait un BEP, Bac Pro et BTS, toujours dans le secteur de Nantes, en lycée et en apprentissage. Donc pendant 4 ans d'apprentissage jusqu'au BTS. Et après mon BTS, j'ai fait une licence en gestion et management des PME. Donc j'ai complètement changé de voie. Parce que le milieu de l'automobile était hyper fermé, très restrictif. Et en fait, ils voulaient des diplômés que dans l'automobile. Et moi, je voulais vraiment m'ouvrir à quelque chose de plus général. Si jamais un jour, je voulais faire autre chose. Résultat, j'ai bien fait. T'as bien fait. Et juste après cette licence en gestion et management des PME, j'ai intégré l'Hydrac, j'ai fait un master en marketing et management, le M1, et M2, management, option création d'entreprise. Ok. Voilà. Mais vous n'avez pas vécu votre dernière année sur le campus de Nantes. Si. Tu étais à Paris, tu étais à Nantes. Moi, ouais, c'est D'accord. ça. Ouais. Pas ensemble du coup. Et comment vous êtes rencontrés ? Eh bien, en fait, les campus ont eu la merveilleuse idée d'organiser des semaines d'expertise à la fin de chaque année. Et donc, on pouvait choisir dans quel campus on allait en fonction de la thématique. Et à Paris, c'était communication luxe et ça ne m'intéressait pas trop. Et à Nantes, c'était innovation et création d'entreprise et ça me bottait bien, plus de revoir tous les copains de l'époque. Et donc, je suis venue à Nantes pendant une semaine. Et j'ai logé chez ma meilleure amie et pendant une semaine, on a travaillé sur différents projets. Et c'est là qu'en fait, j'ai rencontré Arthur puisque lui, il a décidé de rester à Nantes. Ouais, parce qu'il n'avait pas de sous pour aller ailleurs, surtout. C'est surtout ça. Et comme quoi, des fois, tu vois, la vie est bien faite. La vie est très, J'avais très pas de bien sous à faite. ce moment-là, il fallait pas que j'aille ailleurs et tu vois, je suis Et en resté fait, là. c'était marrant parce qu'on n'était pas dans le même groupe d'études, il y avait 2 groupes et moi j'étais avec tous les copains d'Arthur. Mais voilà, au fil de la semaine, on s'est rencontrés et ça a bien matché. Et Et voilà. un jeudi soir. Voilà. Et puis jeudi soir, il y a une soirée. Voilà. Mais Le dernier jeudi de la semaine d'expertise. du jeudi soir à l'épopée de Runners, c'est quoi qui fait que vous prenez cette décision à un moment de voyager déjà et puis d'en faire votre métier ensuite ? Alors il s'est passé pas mal de choses. Ouais, il y a eu plein de rebondissements. Au moment où on s'est rencontrés, j'avais pour projet de partir en Australie 1 an pour m'expatrier, aller vivre une super expérience. Et j'en ai parlé à Arthur, il a dit je suis chaud, je te suis. Et du coup, il est venu avec moi. On est partis tous les deux s'installer en Australie pendant 1 an. Donc c'était, là, on était en 2015, donc février 2015 jusqu'à février 2016. Et puis en rentrant d'Australie, après une année incroyable, on a fait des boulots saisonniers pour regagner un peu d'argent. Dans le coin, là, dans le coin. Nantes et puis après Bretagne, dans le Morbihan. Ouais. Et ensuite, on s'est dit, mais il faut qu'on reparte. On avait cette soif en fait du voyageur. Et là, on s'est dit, on va repartir, mais en Nouvelle-Zélande. Parce que l'Australie, on avait fait à peu près le tour et voilà, on voulait un peu changer. Donc Nouvelle-Zélande, encore pour quasiment 1 an. Et en Nouvelle-Zélande, on s'est dit, bon,
c'est bien beau de voyager, mais il nous faut un projet concret. Mais c'est quoi notre passion? Qu'est-ce qu'on aime tous les deux? Qu'est-ce qui nous anime? Donc on avait travaillé tous les deux dans un café. On voyait qu'on était assez compatibles déjà de travailler un peu quotidiennement ensemble. Même passion du voyage, passion de la photo, passion de la rédaction, moi passion de la communication de par mes études. Et là, brainstorming, on fait quoi? Et on a pris un papier, un crayon. Et c'est surtout qu'en fait, on nous a proposé un sponsor quand on était en Nouvelle-Zélande pour rester vivre là-bas. Et en fait, c'est un peu le Graal quand tu es expatrié, qu'on te propose le sponsor de travailler, d'être payé par l'entreprise et puis surtout de pouvoir avoir la résidence là-bas. C'était vraiment notre objectif en repartant en Nouvelle-Zélande. C'est ça un sponsor, ça veut dire que c'est une entreprise qui vous accueille, qui vous héberge, qui vous rémunère. Ouais, alors hébergement non, mais en fait, ils prennent en charge tous les coûts de visa. Donc en gros, là-bas, quand on était expatrié, ils se seraient chargés de l'immigration, de toutes les démarches. Ils payent pour ça, mais du coup, tu es engagé avec eux pendant 5 ans. Et donc, ça veut dire que pendant 5 ans, on devait travailler pour eux afin de valider la résidence. Et donc, on ne pouvait pas partir comme on voulait, sinon le sponsor s'annulait, on n'aurait pas eu la résidence. Et on avait quand même pour objectif aussi d'avoir la double nationalité néo-zélandaise au bout de quelques années, 10 ans je crois à peu près c'est. À l'époque, ouais. Et quand on nous a proposé ce visa, en fait, on s'est regardés tous les deux et en fait, on a paniqué. On s'est dit, mais est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Parce que du coup, la Nouvelle-Zélande, il n'y avait que 4 semaines de congés payés. On s'est dit, bosser toute l'année pour se payer un billet d'avion, rentrer 4 semaines en France, voir notre famille, nos proches, les 4 semaines sont écoulées, tu reviens, tu recommences à travailler. En fait, le voyage, dans tout ça, pour nous, c'était oublié, quoi. Donc là, à ce moment-là, on s'est dit, c'est pas possible. Et on s'est dit, mais non, on veut pas de ça et on n'en veut plus. On s'est retrouvés tous les deux. À un moment, là, on paniquait, on pleurait, on savait plus quoi faire. On était loin de tout le monde, on n'avait plus de repères. Et là, on s'est dit, non, on va faire stop. Et donc, on a pris la décision de refuser et de partir à Bali, en fait. Parce qu'on avait des copains qui étaient là-bas. Ça faisait plusieurs mois qu'on enchaînait les saisons touristiques. Donc, on s'est dit, on coupe, on va à Bali, on va souffler un peu. Et quand on est arrivé à Bali, on a rencontré plein de gens qui travaillaient depuis un ordinateur. Les gars, les filles travaillaient sur leur laptop, sur leur smartphone, peu importe. Et tu vois, ils avaient une vie de rêve, on en reparlera tout à l'heure. Pour nous, une vie de rêve. Ils avaient une vie de rêve où ils allaient surfer le matin, ils rentraient du surf, ils passaient un peu de temps sur leur laptop, après ils faisaient leur cours de yoga, ils rebossaient un peu. Le soir, c'était des petits restos veggie, vegan, hyper cool, tu vois, dans les coffee shops. Et ça tous les jours. Et on s'est dit, c'est un truc de malade, c'est exactement ça que nous, on veut faire. Donc, on est rentré en Nouvelle-Zélande pour terminer les quelques mois de visa qu'il y avait. Et donc là, à ce moment-là, fameux brainstorming. Et puis, on a travaillé dur pendant, je pense, au moins 1 mois. Et en fait, on a épluché toutes les tendances qui allaient sortir. Et on a surtout fait les plus et les moins de nos personnes. En gros, qu'est-ce qui rend Claire heureuse et qu'est-ce qui rend Arthur heureux? Et qu'est-ce qui le rend pas heureux et qu'est-ce qui te rendait pas heureuse? Et en fait, on a tout convergé vers le voyage. Et on ne savait absolument pas quoi faire dans le voyage. C'était un secteur qu'on connaissait juste en tant qu'expat, tu vois, mais en tant que plaisir, loisir. Pas du tout dans le milieu professionnel. On avait 0 réseau, on ne savait pas du tout le fonctionnement, on n'y connaissait rien. On suivait à peine à l'époque quelques influenceurs voyage et quelques blogueurs voyage, mais c'était juste pour les images, on ne savait pas comment ils vivaient de ça. C'était ma question, ça on est en quelle année? 2016? Ouais, voilà. Et non, 2017. 2017. Il n'y a pas trop d'influenceurs, de blog voyage où ça commence à se développer? Pas trop français. Mais pas mal d'Australiens, d'Allemands et d'Américains. Et en fait, c'était ça, c'était de trouver le modèle, de trouver aussi qu'est-ce qu'on allait faire, parce que le but c'était de travailler en ligne, de continuer à voyager, comme les digital nomades qu'on voyait à Bali. Mais on ne savait pas trop ce qu'ils faisaient, ils avaient tous un métier différent. Mais il fallait trouver notre métier et c'était ça le brainstorming. On ne s'est pas tout de suite dit on va être blogueur voyage. On a vraiment réfléchi et le voyage et toute la liste de nos compétences, de ce qu'on aimait, etc. Tout ça, ça a convergé vers ok, on va créer un blog. Et tout en sachant qu'on n'avait pas beaucoup de compétences quand même dans le milieu. Enfin, on ne savait pas rédiger d'articles, on n'y connaissait rien en SEO, on connaissait... honnêtement, en réseaux sociaux, je pense qu'on était des vrais billes et pourtant on sortait d'école de communication on aimait ça. Et tu vois, et 5 ans après, ça avait déjà, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, ça avait déjà trop changé en fait. Ça avait été beaucoup trop vite. Et Instagram commençait à exploser en 2017. Et en fait, on a étudié toutes ces tendances-là et le drone qui est arrivé vraiment sur la table parce qu'Arthur en voulait un depuis 2 ans déjà et j'avais dit non, c'est trop cher. Billet d'avion plutôt que drone.
Et du coup, là, on a vraiment pris le pas et pris la décision d'investir donc, dans un vrai site internet, donc un blog, clairement, du matos photo et après des formations en ligne. Parce qu'il fallait se remettre au goût du jour. Et c'est vrai que 3 ans après avoir quitté l'école, dans le milieu du marketing digital, on était paumés, complet, quoi. Et donc le drone arrive à ce moment-là, et donc le nom Droners. Oui, et alors c'était même pas le premier nom, parce qu'on était en Nouvelle-Zélande, on communiquait en anglais beaucoup, donc on a aussi créé une grosse audience anglaise. À l'époque, on s'appelait From the Sky Photo, parce qu'on avait. Je pense que c'est une des erreurs qu'on a fait à la base, malgré le brainstorming qui a été long, c'était de ne pas cibler en fait l'audience qu'on voulait. Mais parce qu'on n'avait pas d'idée de comment on allait se rémunérer, comment on allait valoriser l'audience derrière. Donc en fait, on a fait un peu du tout venant. On s'est dit, francophone, anglophone, anglophone c'est la planète entière, donc on va parler anglais. Notre objectif, c'était de croître sur Instagram, d'avoir une énorme communauté rapidement, mais on n'avait aucune idée de ce qu'on allait en faire. Et ça, je pense que ça a été une erreur parce qu'on a eu un pivot en 2017 quand on est rentré justement en France, où on s'est dit, en fait, on est en France, tous nos proches parlent français, les gens avec qui on va essayer de se rattacher, ils parlent français, ils ne parlent pas anglais, et du coup, on a commencé à tout basculer en français, et là, on a commencé vraiment à perdre toute l'audience anglophone, et on a perdu, je pense, on a dû perdre quasiment 1 an. Le temps d'épurer l'audience anglophone qui ne comprenait plus rien, à qui notre contenu n'était plus diffusé parce que du coup, ça ne leur correspondait pas, et de grappiller la nouvelle communauté française. Recréer une nouvelle communauté. Un peu trop vite. L'engouement du début, genre on lance tout maintenant quand on était en Nouvelle-Zélande. Et en fait, c'était peut-être 2 mois trop tôt. On aurait dû attendre d'être rentré en France pour vraiment lancer le projet. On n'y connaissait rien surtout, honnêtement, c'est ça. Et puis, je pense que c'était l'excitation du début aussi. Tu crées ton projet pro, c'est pas juste un petit blog amateur, on voulait vraiment en vivre, quoi. Vous aviez des influences à l'époque? Qu'est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, on va lancer d'abord un blog, puis ensuite Instagram? Est-ce que vous aviez des pages que vous regardiez, des personnalités que vous suiviez? Qu'on suit encore aujourd'hui. C'était surtout étrangère en fait, pas trop en France. Non, mais il y avait Sam Colder, pas mal. Il y avait Marie et Jake. C'était vraiment des gens qui voyageaient déjà énormément et qui avaient réussi à construire une belle communauté sur les réseaux sociaux et qui arrivaient à monétiser ça. Et derrière, eux aussi, ils avaient un blog, mais ça, on ne savait pas trop. On voyait vraiment Instagram en premier. Et nous, au début, on a tout développé. On a développé tous nos réseaux sociaux en même temps. Blog plus YouTube plus à l'époque Snapchat, Facebook, Pinterest et Instagram. Pareil, erreur, parce qu'en fait on n'était que 2 à pouvoir gérer ça, et plus la rédaction d'articles, plus l'organisation des voyages et le démarchage pour avoir des contrats. Et en fait c'était impossible, donc on a dû réduire petit à petit. Vaut mieux être bon dans un endroit que moyen partout. C'est sûr. Tu vois, et c'est ça qu'on s'est dit, c'est quand on a fait la formation de marketing digital après, où on a pris conscience de ça et on s'est en ligne. C'était une formation qu'on avait fait en ligne et on s'est rendu compte de ça. Et c'est vrai que notre mentor à l'époque nous avait dit non mais resserrez en fait là vous êtes partout et ça sert à rien. Donc on a quand même laissé les noms partout pour pas qu'on nous pique. Par contre on mettait vraiment plus aucun contenu. Aujourd'hui, 2022, vous produisez sur le blog, Instagram et quoi d'autre? Facebook, ça reste un canal qu'on utilise, mais plus pour du partage. Donc, on ne crée pas spécifiquement pour Facebook. On crée pour YouTube, puisqu'on s'est vraiment lancé dans la vidéo en 2019, donc 2 ans après avoir tout créé. Et Pinterest aussi, on développe nos communautés dessus. Et on s'est mis sur TikTok parce que déjà, pour pas qu'on nous vole le nom et pour pas qu'on fasse les choses à notre place. Et donc on est aussi sur TikTok et c'est des formats très courts et très à la TikTok. Mais bon, c'est un réseau qu'on passe pas beaucoup de temps dessus parce que c'est pareil, c'est énergivore. Il y a une histoire différente à raconter. C'est ça. Et aujourd'hui, si on va sur le côté pragmatique du quotidien, parce que c'est bien, là, je pense que tout le monde a des étoiles dans les yeux maintenant, c'est super. Mais c'est quoi votre quotidien? Parce qu'effectivement, vous n'avez pas 6 bras, vous ne pouvez pas être sur tous les réseaux sociaux en même temps. Vous produisez des choses, vous vous déplacez, vous bougez, vous filmez, vous montez, voilà. Mais c'est quoi votre quotidien? C'est quoi une journée ou une semaine type, par exemple, avant un déplacement, pendant un déplacement? Comment vous fonctionnez? On a plutôt, on va dire, 2 journées type. C'est celle où on est à la maison et on prépare les tournages ou on rentre de tournage. Vous vivez en Bretagne maintenant? Oui. On vit à Vannes.
Et en fait, on a la chance donc déjà d'avoir fait Hydrac et Subdecom, donc déjà des compétences différentes, ce qui fait que ça, dès le début, on s'est divisé les tâches. Au moins, on ne se marchait pas sur les plates-bandes de l'autre. C'était Arthur qui gérait le côté commercial, négo, le côté tarif, contrat, tout ça. Et moi qui gérais plutôt le côté image, création et développement des communautés. Et donc au quotidien, c'est ça. Nos tâches, Arthur va traiter les mails, préparer les projets, négocier, ça va être ça. La partie compta aussi. La partie administrative aussi compta, de la société, parce que du coup, c'est vraiment une gestion d'entreprise. Et moi, de mon côté, je vais plus gérer les communautés. Donc, il y a toutes les plateformes au quotidien que je peux gérer. Et aussi les commentaires sur le blog, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, bien sûr. Ouais, sur Insta aussi, je crois que c'est la plateforme sur laquelle tu passes le plus de temps et c'est celle sur laquelle on a le plus d'engagement, le plus de réactions aussi. Et, tu passes, je sais pas combien, 5-6 heures par jour sur Instagram. Ouais, 5 heures en moyenne. À 5 heures en moyenne. Vous aussi, vous passez 5 heures sur Instagram tous les jours, mais pas pour les Pas pour le travail. Mais voilà, en fait, et en fait, pour le reste, parce qu'il y a plein d'autres choses à gérer dans une entreprise et plein de contenus à créer, les vidéos, les articles, tout ça. En fait, on a réussi à s'entourer et on a appris à déléguer aussi certaines tâches. Et ça, c'est génial. Ça a été quelque chose de très difficile au début parce qu'on voulait tout faire nous-mêmes. Et on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas des machines et qu'on n'était que deux et qu'on avait aussi une vie privée à garder à la surface et pas couler. Et du coup, c'est ça, on travaille avec des freelances sur différentes missions, différentes tâches, mais qui nous accompagnent. Il y en a, c'est au quotidien et il y en a, c'est ponctuel. Sur quelles tâches, par exemple? On va voir la gestion du blog. Ouais, tout ce qui va être référencement, en fait, tu vois, le SEO, même si moi je touche quand même pas mal au SEO. Et en fait, aussi, on part quand même du principe que si on veut travailler avec des gens, il faut quand même qu'on ait les compétences et qu'on connaisse. Parce que moi, je veux pas me faire avoir en fait, par des gens qui me pipotent quelque chose et en fait, ils me vendent un truc hyper cher. En fait, de base, je suis curieux. Je vais quand même aller me renseigner, je vais aller fouiller, je vais essayer d'aller sur des blogs, sur des forums, même aller rencontrer des gens dans la vraie vie dont c'est le métier, faire jouer mon réseau et aller leur poser des questions. Et une fois que j'ai un peu tout compris, là je vais aller chercher les gens. Mais je fais pas trop l'inverse parce qu'on s'est déjà fait avoir et je recommencerai pas. Donc du coup, on a par exemple le blog, on a donc le SEO avec toute la stratégie de backlink, la stratégie de mots-clés, de rédaction, même si les rédactions sont quand même très liées au reportage qu'on fait, mais on a quand même une stratégie de rédaction un peu à l'année, je dirais, ou au moins par semestre. Donc il y a les rédacteurs à gérer, parce qu'il y a du coup 2 rédactrices qui travaillent avec nous sur le blog. Et puis après, on a d'autres prestataires qui vont travailler avec nous. On a un web dev aussi qui nous a pas mal aidé là. Et sur la vidéo. Après sur la vidéo, quand on part en tournage. C'est le gros pôle vidéo, c'est là où on a du monde. En fait, au début, on faisait tout nous-mêmes, mais c'était difficile de se filmer à 2 quand Arthur était derrière la caméra et moi devant. Avec le drone, c'est plus facile. Il faut réussir à cacher la radiocommande, mais c'est plus facile. Mais quand c'était des prises de vue au sol, c'était sur trépied et ça bougeait pas. Et du coup, ça nous plaisait plus et on a dû vraiment agrandir l'équipe. Et aujourd'hui, on a 1 voire plus de vidéastes qui nous suivent et qui viennent avec nous, donc ils voyagent avec nous. Et ça, c'est pareil, ça en fait, c'était vraiment une demande. C'est un peu comme l'audience anglophone du départ, c'est que quand on a démarré à faire de la vidéo, on ne savait pas exactement ce que nos clients attendaient ou voulaient. Et en fait, c'est vraiment en allant chercher des retours, en allant leur poser des questions sur ce qu'ils voulaient, et même en ayant des retours de nos audiences, de nous voir tous les deux à l'écran. Et puis on s'est dit, on va quand même professionnaliser ça parce que, mine de rien, ça tape à la porte, les blogueurs voyage. Là. Il y en a presque toutes les semaines qui arrivent, on ne sait pas d'où, et il y en a qui font du très bon boulot. Et en fait, pour te différencier… Ils arrivent de Subdecom, je crois. Ah ouais. Les meilleurs parmi les meilleurs. Et pour se différencier, il fallait vraiment qu'on propose de la super qualité, et on n'est pas vidéaste. Donc clairement, on s'est dit, on va prendre quelqu'un dont c'est le métier, et on va être à 2, on va jouer à 2 dans les vidéos, on va vraiment montrer le couple pour cibler des couples et cibler des gens qui nous ressemblent. Et en fait, derrière, du coup, on a créé une audience qui était assez précise et c'est cette audience-là derrière qu'on peut monétiser, qu'on peut aller présenter à nos clients en fait. On leur dit, on sait très bien qui nous suit aujourd'hui, tu vois. Parce que oui, c'est effectivement quand on vous voit, quand on regarde votre Instagram et quand on voit effectivement la manière dont les photos sont prises,
les moments que vous créez, on reste persuadé que vous êtes juste payé à voyager, mais en fait vous êtes des vrais chefs d'entreprise et vous pilotez à la fois chef mais manager d'équipe. Et on n'a pas cette impression-là. On a souvent entendu dire qu'on était des touristes professionnels. Quand on rentrait de tournage, même nos proches au début, ça va les touristes? On était oui, viens avec nous en vacances, tu vas voir comment c'est. Et c'est vrai que quand on est en tournage, c'est un sacré rythme. Donc c'est la journée type numéro 2. Quand on est en tournage, chaque déplacement déjà est optimisé. Souvent c'est Arthur qui conduit, donc on travaille beaucoup en France. Mais dans chaque déplacement, en fait, moi je suis sur l'ordinateur. Voiture, avion ou train, je suis sur l'ordinateur en train de travailler. Arthur souvent conduit la voiture et il faut gérer la logistique, il faut gérer les horaires de lever et coucher de soleil pour faire les plus belles prises de vue. Il faut gérer, souvent on rencontre aussi des prestataires sur le terrain. Ça va être quelqu'un qui nous accueille, par exemple quand on est allé dans la Marne en Champagne, un caviste qui nous accueille pour nous faire une dégustation. Donc il faut gérer le temps qu'on a avec lui à lui accorder pour pas non plus passer en coup de vent et dire on fait juste 3 photos et puis après on part. Donc il y a tout ça à gérer et souvent c'est moi qui ai la montre en main en disant les gars, il faut y aller parce que derrière il y a d'autres choses à faire. Donc on a vraiment un programme qu'on doit suivre, mais clairement c'est millimétré. Et c'est un vrai tournage. C'est clairement pas des vacances. Avec une partie pré-prod où tu as une écriture de script qui est faite avec le vidéaste, le réel du coup, avant qu'on parte, avec du repérage sur Google, avec Pinterest ou Instagram, peu importe, pour voir les lieux en fait, que les clients nous proposent dans les programmes. Des fois, il y a des lieux, on dit non, c'est pas possible, on mettra jamais ça dans la vidéo, ou ça passera pas, c'est pas visuel, ou à l'inverse, on va trouver des choses et on va faire des propositions. Donc il y a vraiment un vrai travail de pré-prod. Pour les tenues aussi, en fait on dirait pas mais tout est calculé, les tenues, les lumières de la journée, toutes les vidéos en fait elles sont souvent construites par jour. En fait c'est des journées, souvent on représente 2 jours et en fait tu peux voir toutes les vidéos sont construites quasiment pareil. On a vraiment le lever de soleil jusqu'au coucher de soleil de la première journée et puis après on démarre sur une deuxième journée et pareil jusqu'à la fin de la deuxième journée. Ça représente un week-end en fait. Et ça permet à nos abonnés et lecteurs et notre audience de se projeter sur un week-end dans telle ou telle destination. Voilà, en couple. Et donc on sait que tout doit être fait, par exemple telle prestation doit être faite à tel moment de la journée, etc. et pas n'importe quel moment. Donc on doit tout caler avant. Et puis comme tu disais, le management aussi de freelance. On n'a pas expérimenté le management de salariés, mais déjà le management de freelance, c'est chaud. C'est quelque chose. Déjà c'est chaud, alors c'est quelque chose. Et parmi les modèles économiques qui vous font vivre aujourd'hui, moi spontanément j'en vois peut-être 2, mais il y en a certainement beaucoup plus. Il y a à mon avis les sponsors, si vous en avez. Et puis effectivement peut-être, je sais pas, les collectivités, les offices de tourisme, les villes qui vous commandent ces voyages-là. Comment ça fonctionne? Comment vous gagnez votre vie? En fait, alors tu vois les sponsors, on en a très peu en fait. Enfin c'est pas de l'argent en fait. Ça va être pas mal de la dotation. Tu vois, dans vêtements, matériel, photos, vidéos, ça va être plutôt ça. Comme ça, ils apparaissent dans les vidéos, dans les photos. Ils sont placés en gros. Vous pouvez les citer par exemple? Ouais, on a. Là, j'en ai sur moi. Il y a Fago par exemple. Il y a. Je vois. Moi aussi, j'ai fait. Il y a Camara à Nantes, le magasin de photos vidéo, qui est un super partenaire en fait, avec qui on travaille depuis 3 ans maintenant, qui nous fournit en Sony. Qui nous fournit en matériel et puis qui nous aide pas mal aussi sur le SAV, sur les formations, etc. Donc ça c'est super. On a des remises avec eux d'ailleurs pour nos lecteurs. Donc tu vois, on essaie vraiment de créer des synergies sur le long terme avec les gens avec qui on travaille. Et puis c'est bien, Fago ils sont à Nantes aussi. Et Fago sont à Nantes aussi, ouais. Pas mal de marques, pas mal de marques locales. On essaie quand même, tu vois, de pas travailler avec des marques qui viennent de je sais pas où. Il y en a, on se fait tellement solliciter, mais ça c'est un sujet. Beaucoup, Et après, on a en gros en source de revenus, la grosse partie c'est les reportages. Donc nos clients, ça va être par exemple l'office de tourisme de Loire-Atlantique. Donc c'est les comités départementaux, ça peut être les comités régionaux du tourisme, ça peut être les pays aussi, ça peut être les entreprises privées aussi. On a travaillé pour Yves Rocher, mais parce qu'ils ont un établissement à la Gacilly. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est dans le 56, c'est pas très loin. Et ils ont un super éco-resort. Et là, ils voulaient créer une vidéo pour attirer les gens en hiver, un week-end en mode cocooning. Et ça, donc c'est une entreprise privée. Et c'est chouette aussi. On a travaillé aussi pour une agence qui est pas très loin non plus. Elle est du côté d'Angers.
Sibylline Escapade, qui est une agence qui organise des week-ends surprises. Voilà, trop bien. Tu pars, tu gères rien du tout et bon bah nous tout était fake parce qu'il fallait qu'on sache tout le programme pour organiser le tournage, mais ça c'est très chouette aussi. Donc, mais les institutions, les collectivités, je pense que c'est 80% de notre chiffre d'affaires, c'est les institutions à peu près. Et après, on doit avoir, même si ça a tendance un peu à changer, là peut-être qu'on doit être sur du 70, mais parce qu'il y a un virement un peu volontaire quand même parce qu'on a de plus en plus de demandes d'influence pure. Donc en gros, placement sur Instagram. Instagram, c'est la deuxième source de revenus. C'est, je sais pas, ça doit peut-être être 30% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, donc 60-30. Puis après, les 10 restants, ça va être différentes prestations de l'affiliation. Sur le blog. Sur le blog, fonctionne bien le blog. Le blog fonctionne bien, rédaction, affiliation, ça fonctionne très bien et de plus en plus. Et Instagram aussi, ça monte. En fait, il y a plein de sources de revenus. C'est ça qui est cool en fait dans notre métier, c'est qu'il y a plein de possibilités de gagner de l'argent avec des sommes vraiment différentes. Tu vas vraiment des toutes petites sommes à des gros montants pour des reportages. Mais en fait, c'est super varié, donc c'est cool parce que même si un jour, tu vois, on veut pivoter complètement ou revoir un peu notre business model, on a la possibilité de le faire. Et alors, sans entrer dans le détail des tarifs, mais on a toujours, enfin en tous les cas, c'est la sensation que j'ai, moi, que chaque influenceur fixe ses propres prix. Mais comment ça fonctionne? Encore une fois, sans nous dévoiler aucun secret, mais c'est de se dire, demain j'ai la ville de Nantes qui m'appelle, ensuite j'ai la ville d'Angers, ensuite j'ai la ville de Paris. Qu'est-ce qui fait que je vais fixer un prix différent pour chacune de ces 3 villes? Ou vous avez un pack avec un prix dédié? Comment ça fonctionne? Ouais, en fait, on a une grille tarifaire, clairement. En fait, au début, on n'avait rien, on savait pas du tout comment se placer et on a testé. En fait, on a testé parce que quand on a commencé il y a 4 ans, en fait, on a démarré en 2017, mais on a vraiment professionnalisé en 2018. Et en gros, en 2018, le milieu des influenceurs et des blogueurs, c'est un milieu assez fermé. On se partage pas trop les infos, ou du moins ceux qui sont installés partagent pas trop leurs infos. Et nous, on faisait partie des petits nouveaux qui arrivaient, donc c'était dur de savoir combien on pouvait facturer une prestation. Et en fait, on a testé. On a testé. Puis au début, ça prenait pas. Et puis un jour, en rigolant, je dis à Claire, ça me saoule, on va aller, hop, je multiplie par 3 et je leur envoie le devis. Et là, d'un coup, bam, c'est signé. Et je me suis dit, en fait, on n'était pas assez cher. En fait, on n'était pas assez cher et du coup, pas assez crédible. Et on se dévalorisait complètement en faisant ça. Et quand Arthur m'a dit qu'il allait tripler le tarif, j'ai dit, mais t'es fou, ça passera jamais. Et en fait, si. Et en fait, voilà. Et après, tu vois, le début, là. On a commencé du coup, à facturer, des différents montants. On essaye de s'aider, de parler avec d'autres, mais globalement, c'est vraiment au feeling. Et en fait, on teste au fur et à mesure. Tu vois, on est monté en fait jusqu'à des prix qui nous semblaient nous convenables pour pouvoir payer les charges de l'entreprise, payer nos salaires. Le but, c'est pas nous en tout cas, notre but, c'était pas de saigner les gens avec qui on allait travailler. Le but, c'est de pouvoir même retravailler avec eux. Donc, tant que en fait, l'entreprise, elle tourne, elle fonctionne, on n'a pas besoin de faire énormément de marge sur ce qu'on fait, tant qu'on arrive à vivre et à vraiment à faire tourner la boîte. C'est ça le but. Et donc, pour répondre à ta question, comment on fait, on a une grille tarifaire et en fait, on a dit, parce qu'on a eu souvent les mêmes demandes. Donc souvent pour tout ce qui va être dans le milieu touristique, c'est des reportages. Et dans les reportages, ils veulent et de l'influence, donc des publications sur les réseaux, et de la création de contenu, avec de la photo et de la vidéo. Donc on a fait des packs qu'on leur a proposés, ça a très bien marché. Et puis après, on fait aussi de la prestation au détail. Influence tout seul, par exemple un post Instagram, une story Instagram. Voilà. Vous avez un média, donc il faut le vendre. Ouais, c'est ça. Et donc voilà. Son job. Super. Du coup, voilà, on a vraiment une grille établie aujourd'hui. Et puis, quand quelqu'un nous demande un peu combien ça coûte ou quelle prestation on propose, on leur envoie le kit média avec la grille tarifaire dedans. Ça s'appelle un kit média. Dans ce kit média, il y a nos statistiques, notre histoire et nos tarifs. C'était ma question d'après. C'est quoi en termes de chiffres, vous, votre communauté? Est-ce que vous avez identifié des communautés différentes sur vos différents réseaux? Mais on va dire qu'aujourd'hui, le plus important, c'est Instagram. C'est quoi en termes de chiffres, en termes de volumétrie, en termes de connexion, d'audience, d'interaction? Voilà, c'est quoi vos chiffres? Alors, tout réseau confondu, on est à 120 000 abonnés. La plus grosse communauté, c'est Instagram avec 64 000 abonnés. La deuxième plateforme, c'est le blog. On a entre 20 et 30 000 lecteurs par mois.
Ensuite, YouTube, on peine à atteindre les 10 000, mais sur YouTube, en fait, il faut sortir une vidéo par jour pour percer. Et clairement, on a fait d'Instagram notre priorité. Donc, YouTube, pour l'instant, on est à 7 000 et presque 8 000. Et puis ensuite, il y a Facebook et Pinterest. Avec Pinterest, on a quand même 130 000 vues mensuelles sur ce compte-là. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais Pinterest, c'est sacrément puissant aussi. Et en termes donc d'heures, on l'a dit, Instagram, c'est environ 4-5 heures par jour. Et c'est entre 50, quand ils sont pas trop énervés, 50 messages. Et ça peut aller jusqu'à 200 par jour en fonction des sujets abordés. Message, ça veut dire message privé ou interaction? Message privé. Ah oui, non. Les commentaires, c'est autre chose encore. Plus les commentaires sous les commentaires, c'est impossible à estimer. Quand vous faites un post, vous enlevez les notifications sur votre téléphone? Oui. Oh, mais même, il n'y a plus de notifs. On veut vivre. Ça explose. Il n'y a plus aucune plateforme qui nous envoie. Il n'y a que WhatsApp, je crois. Parce qu'on a aussi du perso sur WhatsApp. Donc il n'y a que WhatsApp qui nous envoie des... Mais non, on a tout enlevé, c'est l'enfer sinon. Peut-être de manière un peu plus légère, on va sortir la tête des chiffres, mais c'est quoi votre plus beau séjour? Si on a le droit de le dire, parce que c'est vos clients, donc on n'a pas toujours le droit de citer ses plus beaux clients, mais voilà, vous, c'est quoi votre plus beau souvenir en France ou à l'étranger, peu importe? Il y a 2 voyages qui nous ont vraiment marqués. Celui qu'on a fait, sans compter les années d'expatriation, parce que c'est vraiment à part et c'était juste génial, les premiers voyages ensemble, bien sûr. Ce qui nous a ouvert l'esprit aussi. En 2018, on est parti en Indonésie, sur une île qui s'appelle Flores. C'est tout à l'est de l'Indonésie et on est parti 10 jours en sac à dos. C'était pour un contrat. Donc là, niveau logistique, il y avait les belles robes dans le sac à dos, mais qui n'étaient pas repassées. C'était marrant de travailler de cette manière-là. Je pense qu'on ne le referait plus aujourd'hui, mais on a traversé toute cette île en sac à dos, en prenant le bus local, où on était tous entassés les uns sur les autres, avec des poules sous nos pieds. Enfin, c'était vraiment le truc à l'indonésienne. Et ça, c'était vraiment magnifique parce qu'on a grimpé un volcan. On a vu des plages paradisiaques où on était tout seul, c'était fou. Et le voyage qui nous a... Mais je pense que tu penses à la même chose, mais ce qui nous procure vraiment beaucoup de choses, c'est l'île de la Réunion. On en revient. Et en fait, j'ai de la chance d'avoir de la famille là-bas, mon frère. Et du coup, on a un pied-à-terre. Et puis, quand on y va, maintenant, c'est plus pour 2 semaines, quoi. C'est pour 2 mois. Et puis en plus, c'était un client à la base, l'île de la Réunion. On y avait été pour travailler pour eux. Et aujourd'hui, c'est un de nos plus fidèles clients. En fait, c'est des partenaires, quoi. On est comme ça avec eux, avec les filles de l'IRT. C'est vraiment... Dès qu'on y va, on va les rencontrer, on va manger ensemble, tu vois, c'est aussi ça le truc de notre entreprise. Enfin, c'est une entreprise. Donc il faut entretenir les relations avec les clients, avec les gens. Bien sûr. Et là même, on a passé le côté client-prestataire. On n'est pas amis, mais humainement, il y a vraiment quelque chose. On s'entend bien et tu vois, elles nous le disent régulièrement. Elles nous disent, en fait, c'est facile de travailler avec vous. Vous comprenez ce qu'on veut. Vous avez bien vu comment on communique sur l'île de la Réunion. Donc, il y a vraiment un truc spécial là-bas. Moi, ça me va qu'on ait de bonnes relations avec eux. C'est bien. Oui, c'est clair. Voilà, et des anecdotes de voyage comme ça qu'on pourrait raconter, soit un peu loufoques, soit un peu particulières? Il y en a plein. Il y en a des anecdotes, on en a voyage. plein. Mais ce qui reste quand même assez... et ça reste un peu en coulisses. C'est les choses qu'on ne voit pas. C'est quand soit le vidéaste, soit Arthur crachent les drones. Et qu'il faut en racheter un en urgence, puisque on est en plein milieu d'un tournage. Ça arrive. C'était l'année dernière, on a fait 3 ou 4. 4 drones. Non, 4. J'ai bien compté. Dont 2 en 2 semaines. 2 en 1 semaine. En Nouvelle-Aquitaine. Et ça, c'est vraiment, là, tu as tout à repenser, la logistique. Et tu perds toutes les images avec, évidemment. Donc tu dois tout quand retourner. tu laisses ta carte, que tu n'as pas changé la carte SD qui était dedans. Donc ça, c'est des anecdotes... Bon voilà, maintenant on en rigole, mais sur le coup c'est tellement stressant. En plus, moi, quand je tu te les gèles sur un paddle à 5h du mat pour faire un lever de soleil, il fait 4 degrés dehors et tu fais croire à tout le monde qu'il fait 16 degrés. Et t'es congelé comme ça. Et puis quand tu fais une dis story, tu souris. Filme de loin, hein, surtout pas de près parce que... Je souris pas du tout. Non. Et t'as des moments où on est, franchement, le froid, je pense, parce que la fatigue, on arrive à la gérer, mais le froid, c'est quelque chose, moi, j'ai vraiment du mal, et toi de plus en plus. Et sur un paddle, on l'a fait, il faisait -1, je crois, dans les Ardennes.
Et il était 6 Ça h du date dans matin. les airs de- Il faisait nuit. Ouais, il faisait super froid. Et sous ma combinaison, j'avais dû garder un legging et je sais plus quoi. Et j'étais en mode bibin d'homme. Et c'était très moche à l'image. Du coup, c'est pareil, tu vois, tu Et- dis filme de loin. Et on parce avait que- dit au vidéaste Ouais. le plus loin possible. Et sur les stories qu'on a fait, Arthur il disait non, me filme pas, je suis pas bien là. Ouais. Donc c'est des petites choses. Ouais, voilà, c'est marrant, c'est les anecdotes de tournage. Merci, il y en a plein, c'est hyper important. Ouais. Merci. On arrive bientôt à la fin de ce live. Moi, j'avais 2 dernières questions à vous poser avant de laisser la parole aux étudiants. Mais déjà, celles et ceux qui vont nous regarder ensuite, c'est quoi le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut faire, pourquoi pas, votre métier ou au moins travailler dans l'univers de l'influence demain? Quel conseil vous donneriez? Moi j'en Je ai te laisse démarrer. Ouais. Peu importe la thématique, peu importe même le métier, en fait, je pense qu'il faut suivre vraiment, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça soit quelque chose de passionnant à la base, pas quelque chose de forcé, parce que ça va se voir, surtout maintenant que voilà, il y a nos visages, quand c'est humain, ça marche encore mieux. Donc vraiment Faut que ce pas soit incarné, ouais. Voilà, faut que ça soit incarné, mais vraiment pas forcé. Et surtout, s'inspirer des autres, mais surtout pas copier. Parce que ça aussi, ça va se voir et ça va jouer en leur défaveur. Mais vraiment, croire en ce qu'ils font et surtout pas baisser les bras. Parce que c'est pas facile simple. comme ça et ouais, faut du temps. Ouais. Du coup, moi, c'est ce que je voulais dire, persévérer. En fait, souvent, nous, on a remarqué que, mais je pense que c'est comme dans toute création d'entreprise ou dans tout business, en fait, au départ, quand tu vas lancer quelque chose, on va toujours te défoncer, on va toujours dire non, tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas, mais non, c'est nul, ou mais il y en a déjà plein qui font ça, ou alors c'est quoi ton job qui n'existe pas, c'est n'importe quoi, tu veux pas trouver, regarde, il y a une offre d'emploi, là, un CDI, on recevait des offres d'emploi, on était en train de créer notre boîte et nos proches nous envoyaient des offres d'emploi de CDI pile poil dans le lancement. Et on était là, mais non. En fait, du coup, on s'est coupé de tous ces gens qui ne nous portaient pas. Et je pense qu'il faut le faire, en fait. Il ne faut pas hésiter. Des fois, ça brise le cœur, parce que ça peut être nos parents, nos frères, nos meilleurs amis, frères et sœurs, et ça brise le cœur. Mais franchement, c'est vraiment pour le bien du projet. Nous, on l'a fait. Et on a été disciplinés. Donc je pense que la discipline, c'est un des premiers trucs. La persévérance, c'est un deuxième. C'est de ne pas baisser les bras parce que les murs, pareil, on en a pris. Et je pense que c'est un peu le parcours de tous les entrepreneurs, c'est de se prendre des murs en fait. Tu vas essayer des choses et en fait, si ce n'est pas là que tu dois être, ça ne va pas marcher. Et en fait, la vie va t'aider à aller là où tu dois être. Donc nous, on croit beaucoup à ces trucs-là aussi. On remet beaucoup un peu, on est très à l'écoute de tout ce qui se passe, tous les signes, etc. qui se passent. Et ça a toujours marché pour nous. Donc, l'intuition aussi. L'intuition, ouais, de toujours se laisser guider en fait par ce qu'on a à l'intérieur, tu vois. Et c'est sûr que des fois, il y a des gens qui seront un peu jaloux, des gens qui voudront faire pareil, qui voudront te piquer ton idée ou te démonter. Et en fait, si toi, ton intuition, elle te dit de faire ça, fais-le en fait. Et du coup, la persévérance, c'est un des trucs, je pense, qui nous a permis d'arriver là aujourd'hui à en vivre à 100%, de créer la société et voilà. Super je conseil. pense. Merci, merci à tous les deux. Et ma dernière question, est-ce que vous avez un projet maintenant, que vous êtes bien installé, vous avez votre univers, votre communauté, vous continuez à voyager, la vie est belle. C'est quoi la suite de Droners ou de votre histoire en tant qu'entrepreneur? En fait, on a toujours voulu avoir quelque chose à nous. Peut-être qu'on peut vendre sur différentes plateformes. Et est venue à nous, bizarrement, par hasard, en fin d'année, une maison d'édition qui nous a proposé d'écrire un livre. Et Énorme. donc, c'est le prochain gros projet qu'on va essayer de mener à bien entre les tournages, parce qu'il y aura quand même des voyages là cette année, moins, mais quand même. Et du coup, on s'est lancé dans l'aventure de l'écriture. Donc là, ça va être quoi comme c'est histoire? pas nos rédactrices. C'est sûr, c'est vous. Là, on se retrouve confrontés à la page blanche. Exercice nouveau, du coup nouveau, ou alors retour un peu en période scolaire, quoi. Retour à l'école. Ça va être quoi, un livre sur vous, votre histoire, l'évolution, le parcours entrepreneurial? Exactement, ça. Tout ça en même temps, en essayant d'inviter aussi le lecteur à la réflexion, à être acteur un petit peu, à réfléchir sur son envie, ses envies, son projet. Et puis en fait,
de croire en ses rêves. En fait, on le dit tout le temps, ça peut paraître un peu gnangnan, mais en même temps, c'est vrai. Hein. Si tu crois en tes rêves, ça marche tout le temps. Tu vois, on a aussi fait un festival de musique entre copains en 2019. Pareil, tout le monde nous disait, vous n'arriverez jamais et tout. Bah, mine de rien, on l'a fait. Et là, on refait la 2e édition cette année et ça va être encore mieux. Et on a toujours dit, il faut croire en ses rêves, faut croire en ses rêves. Et ben, quand tu y crois, quand tu te donnes les moyens, ça marche. Ouais. Et en fait, c'est un peu ça avec ce livre qu'on veut donner, qu'on veut transmettre aux gens. C'est juste d'illustrer avec notre parcours d'entrepreneur, notre parcours de blogueur, notre parcours humain, que quand tu as un projet, tu peux y arriver. Et c'est clairement pas le livre qui va t'apprendre à devenir blogueur voyage. Non. C'est pas du tout, Pas du tout le principe. Ouais. Et on veut que le lecteur soit acteur. Ouais. Super. On aime faire les choses pas comme tout le monde. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci. C'était hyper éclairant Avec et plaisir. voilà, cool. beaucoup d'énergie et de bonne humeur, donc c'était agréable. Voilà. Travailler avec passion et on n'aura jamais l'impression de travailler dans sa vie. Ouais, c'est clair. Merci à tous les deux pour cette belle intervention, de beaux communicants et puis de très belles personnes. Voilà, longue vie au Dronner. Merci à tous les deux. Merci. Rendez-vous à la prochaine édition des SDC Talks. Merci à tous et à bientôt.